je lance le direct Silence Plateau. Pour ce deuxième webinaire des rendez-vous de l'innovation RH organisé par Lucans, le Lab RH et puis en partenariat avec Espace Social Européen. Je suis avec Alexandre Beau. Bonjour Alexandre. Bonjour Virginie. Donc voilà, je suis Virginie Cabourg, je suis la directrice du Lab RH et nous sommes ravis avec Alexandre de vous présenter et proposer ce cycle d'émissions en lien avec l'innovation RH dans les organismes locaux. Nous avions fait un premier épisode au mois de juin sur l'innovation en matière de recrutement avec des organismes locaux mis à l'honneur sur ces expérimentations et innovations sur ce domaine. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en tout cas sur le domaine de l'intégration et pour voir effectivement ce qui est mis en place dans les organismes sur cette thématique. Je vais repasser la parole à Alexandre qui va nous parler des différents enjeux en termes d'intégration. Merci Virginie, merci à Lucans de nous donner cette fenêtre pour pouvoir aller discuter avec les différentes caisses de sécurité sociale à l'échelon local. Comme vous l'avez dit, il y a une suite, une continuité. On a commencé par le recrutement, maintenant on parle de l'intégration et donc du processus qui est souvent un petit peu complexe, qui a parfois été un peu mis de côté, mais qui est un enjeu majeur pour la sécurité sociale pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on a parlé de recrutement externe, notamment la dernière fois, avec 10 000 recrutés chaque année par la sécurité sociale, enfin 10 000 environ en tout cas, avec un enjeu de volume, avec le besoin d'intégrer des populations qui souvent viennent d'un autre secteur, le secteur privé, entre autres choses, qui arrivent dans une entreprise, je dirais même une institution, qui a des codes, qui a une culture qui lui est propre, à savoir celle du service public. Après, il y a l'enjeu aussi interne. La sécurité sociale a connu des mutations extraordinaires ces dernières années et ces derniers mois. On pense notamment à l'intégration des personnels issus du régime des indépendants, qui a été un bouleversement majeur, à la fois pour eux, qui ont travaillé pendant des années sur leur propre régime, avec leur propre mode de fonctionnement, leur propre culture, et qui, en quelques mois, et pas du jour au lendemain, ont dû intégrer le régime général avec derrière toute cette appréhension et ce besoin pour les caisses de les accueillir dans les meilleures conditions. Ça a été un défi majeur et on va en parler au travers des exemples qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a aussi d'autres enjeux en interne, les évolutions des nouveaux métiers. On pense par exemple sur les CAF avec la RIPA, avec le contact tracing au niveau de la branche maladie. On pense aussi dans les mouvements internes des caisses, les régionalisations qui ont eu lieu ces dernières années, on pense aux URSSAF notamment, qui ont été un enjeu majeur parce que les régions françaises sont très grandes et très disparates. Et comment créer une culture et intégrer ces populations au sein d'un cadre unique, au sein de la région. Et aussi, c'est un élément que je n'avais pas forcément en tête, Virginie, avant d'aborder cette thématique, qui est propre à interne, c'est aussi le défi de la fidélisation des collaborateurs, qui est un enjeu à la fois organisationnel, mais aussi économique, et qu'on va aborder au cours de cette émission. Et je pense que c'est tout l'enjeu de 60 minutes qu'on va consacrer à parler de cette thématique-là. Mais avant d'en parler, Virginie, vous êtes au Lab RH. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez un œil un peu plus expert que moi là-dessus. On a le sentiment qu'on avait une forme d'uniformisation des processus d'intégration dans la sécurité sociale, mais pas que, mais notamment la sécurité sociale, et qu'on bascule progressivement sur une approche plus sur mesure. Est-ce que c'est un sentiment ou c'est une réalité ? Alors, effectivement, ce qu'on constate avec les organismes que l'on accompagne, c'est qu'aujourd'hui, ils sont réellement à la recherche de répondre à un besoin et aux évolutions et aux attentes des collaborateurs en matière d'intégration. C'est un enjeu, comme vous le disiez, de fidélisation. Ce qu'on constate avec les organismes que l'on accompagne, c'est que c'est une étape cruciale, cette étape d'intégration, pour fidéliser, pour créer du lien, pour acculturer le collaborateur à l'organisme, à ses valeurs, à son contexte local. Donc oui, effectivement, on est dans cette dynamique-là avec les organismes que l'on rencontre. Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi un enjeu à la fois d'attractivité et de fidélisation, et un enjeu économique, puisqu'on connaît les coûts d'un recrutement et d'un éventuel turnover. Et vous parliez de l'enjeu local, il y a un vrai prisme local, c'est prépondérant quand on parle d'intégration ?
Alors, il y a une dimension locale, on le verra d'ailleurs au travers des exemples qui vont être cités ce matin. Effectivement, la dimension locale est prise en compte. Il y a une histoire, un organisme c'est une histoire, des valeurs, un contexte, et toutes ces choses-là sont en tout cas mis en avant pour pouvoir acculturer ce collaborateur à cette dimension locale. Virginie, on va en parler, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Alors, juste pour nos spectateurs, alors à l'origine, nous avions une marraine pour cette édition qui était Madame Dubreuil, qui est la directrice des réseaux de la branche maladie. Malheureusement, elle a eu un empêchement personnel qui l'empêche d'être là avec nous, mais je sais qu'elle reviendra à l'émission et on la salue évidemment, et qui était quelqu'un très attaché notamment à ce prisme local et sur cette méthodologie qui prend à la fois une strate, entre guillemets, un corps national, uniforme, mais en même temps des particularismes. Et c'est très important parfois de garder les particularismes quand on parle de caisses locales. Mais sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et qu'on parle des 4 caisses que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comme à chaque fois, nous avons une caisse par branche. Donc, nous aurons une CARSAT, une URSSAF, une CEPAM et une CAF. Pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'Est de la France. On va aller du côté de Nancy à la CARSAT du Nord-Est. Je ne sais pas s'ils m'entendent, nous avons 2 interlocuteurs et je ne vais pas écorcher leur nom parce que sinon ils ne vont pas être contents. Voilà. Donc nous avons M. Baptiston, je ne sais pas s'il m'entend et s'il me voit. Parfaitement bien. Parfaitement, M. Baptiston qui est attaché de direction à la direction ressources. Et il est accompagné à cette occasion par Mme Hélène Ferry-Claudel qui est responsable du département Hermès. Alors, comme peut-être certains de nos spectateurs qui ne savent pas ce que c'est que le département Hermès, je ne savais pas. Bon, alors Hermès, c'est donc expertise retraite et management des savoirs. Ce n'est pas une marque de luxe, non. Mais c'est pas mal aussi, hein, remarque, vous me direz. Vous allez nous en parler. Voilà, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Et donc Virginie et moi, on a échangé pour préparer cette émission et on a été particulièrement intrigués par votre rallye d'entreprise, qui était cet événement fondateur pour intégrer différents personnels, notamment issus du RSI, et donner un contexte à la fois local par rapport à la ville de Nancy et de présentation de la CARSAT. Je vous laisse quelques minutes pour nous présenter ce que vous avez fait, la genèse, ce qui était mis en place, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et après on vous posera quelques questions si vous en êtes d'accord. Ok, très bien. Mais écoutez, avant de vous partager notre action d'intégration, quelques éléments rapides pour situer la CARSAT Nord-Est. Alors la CARSAT exerce sa compétence sur 7 départements, en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Ces missions concernent globalement la retraite, la prévention et la tarification des risques professionnels, l'action sociale en faveur des personnes âgées ou encore l'action du service social régional. Son siège se situe à Nancy et forte de 850 salariés, elle gère plus de 610 000 retraités. Alors notre action d'intégration s'inscrit dans le cadre du transfert, comme vous l'avez dit, de la protection sociale des travailleurs indépendants en régime général. Donc un transfert prévu par la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, dont l'aboutissement visait l'intégration des équipes et de l'activité au sein du régime général et, in fine, la disparition du RSI. L'enjeu dominant identifié par la direction de la CARSAT et par un groupe projet dédié à l'intégration des 68 nouveaux collaborateurs était de réussir en avance de phase d'intégration le premier contact perçu comme réellement fondateur. Alors notre ambition était de faire de ce premier contact un temps qui soit inclusif et porteur de sens, qui donne à voir un cadre de travail qui soit rassurant, dans lequel un avenir professionnel était possible à l'issue d'une transition plutôt anxiogène de 2 années vécue par les équipes du RSI. Alors notre credo en la matière a été de faciliter la découverte de l'organisme, de notre écosystème, à des fins d'intégration réciproque entre les agents du RSI des 2 régions qui ne se connaissaient pas et les agents de la CARSAT. Notre intention de faire équipe et de lever des peurs de part et d'autre dans un nouvel environnement de travail nous a conduit à privilégier une pédagogie d'approche novatrice, ludique, peu ancrée dans la culture d'entreprise, avec la volonté de favoriser la relation interpersonnelle, collaborative, inclusive, le tout dans un format d'une journée rythmé par 2 événements majeurs constitutifs donc d'un rallye d'entreprise. Alors le premier événement, intitulé la CARSAT pas à pas, a permis aux futurs collègues de découvrir le siège de l'organisme et d'appréhender l'environnement de travail à travers la visite des espaces clés et d'énigmes en lien avec les missions exercées par la CARSAT et permettant pour chacune des énigmes résolues de capitaliser en équipe des pièces d'un puzzle reconstituant la photo d'un futur parrain à découvrir dans l'après-midi.
Le second événement sous le regard du roi, en raison de la statue du roi Stanislas, installée sur la place royale éponyme, dont vous avez une photo derrière moi, a permis la découverte de lieux emblématiques de Nancy au moyen, là encore, d'énigmes balisant un parcours urbain, permettant de rejoindre les parrains, identifiables à l'aide des photos reconstituées avec les pièces du puzzle gagnées le matin même. Par ailleurs, la consigne a été donnée à chacune des 14 équipes constituées, mais aussi, dans le but de les associer à cet événement, à l'ensemble des agents de la CARSAT d'illustrer en photo au cours de cette journée le thème de l'intégration. La partie conclusive de la journée a permis de réunir sur un mur d'images les contributions photographiques d'un nouveau collectif de travail, photos érigées en valeurs partagées, à l'instar de la solidarité, de la confiance, de l'égalité de traitement ou encore de l'adaptabilité. Alors, l'économie générale de notre action visait notamment à renforcer l'attractivité de la marque employeur sur le bassin d'emploi pour faciliter les recrutements, fidéliser les collaborateurs au sein de l'organisme, grâce à une posture d'approche un rien inhabituelle. À favoriser également l'engagement des collaborateurs au travers de la valorisation des étapes réussies dans les périples proposés. En capaciter aussi les futurs collaborateurs sur le terrain de la collaboration et de l'intelligence collective, quand il s'est agi de travailler en équipe pour solutionner les énigmes ou encore pour trouver le parrain au travers d'un parcours urbain à identifier collectivement. À favoriser aussi la mise en réseau des collaborateurs via des interactions recherchées et renouvelées entre les agents du RSI et ceux de la CARSAT, en invitant la recherche de réponses à des énigmes auprès d'agents de la CARSAT ou encore en panachant des équipes RSI de Lorraine et de Champagne-Ardenne qui ne se connaissaient pas, à partager des valeurs au travers de photographies illustrant l'intégration réciproque. Au-delà, nous avons souhaité identifier après 3 mois d'intégration des pistes d'amélioration grâce à une écoute active de type service après-vente, post-intégration, en organisant une remontée des irritants auprès des 68 nouveaux collaborateurs avec une coproduction de solutions. Alors, cette action a donné suite à une réflexion qui reste évolutive concernant le processus d'intégration de demain à la CARSAT. Des supports réalisés à l'occasion de notre action sont d'ores et déjà introduits dans le parcours actuel. La période de confinement a apporté son lot de questionnements en la matière. Quid d'un format en distanciel? Comment optimiser l'intégration de demain? Avec quel support? Sans attendre qu'un nombre suffisant de nouveaux embauchés autorise la mise en œuvre d'un tel processus d'accueil. Pour conclure, si le retour des bénéficiaires confirme l'adéquation du format aux objectifs visés, la voie n'en reste pas moins ouverte pour optimiser encore notre approche de l'intégration des futurs collaborateurs, sachant qu'entre aujourd'hui et 2025, 210 salariés de l'organisme seront en mesure de faire valoir leurs droits à retraite, soit 25% de l'effectif total actuel. Voilà globalement la mise en œuvre, les tenants et les aboutissants de notre action d'intégration. Merci, Monsieur Battiston, pour ce topo global. Je vais poser une question après à Madame Fleury-Claudel, ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Voilà, mais j'ai une question pour vous d'abord. On préparait l'émission il y a de ça quelques semaines, pour donner les coulisses, et vous nous parliez vraiment de l'importance de cet acte fondateur, cet acte symbolique, cette journée donc dédiée au rallye d'entreprise. La question que je vous comptais vous poser, c'est est-ce qu'il fallait, du fait de la spécificité de l'intégration du personnel du RSI, qui est un dossier majeur, casser, entre guillemets, les codes traditionnels pour pouvoir s'adapter à l'enjeu, je dirais à la hauteur de l'enjeu? C'est quelque chose d'important pour vous? Oui, absolument. Nous avons idée que quand toujours plus de la même chose produit les mêmes effets, il convient de fait de casser les codes. Nous croyons qu'il convient de s'interroger pour se réinventer, pour continuer à exister en s'ajustant aux situations rencontrées. Nous croyons aussi que l'intégration participe à la fidélisation et à l'engagement des collaborateurs intégrés. Nous croyons également qu'en amont de l'intégration, l'entreprise doit désormais capter l'attention, devenir intéressante plutôt qu'intéressée pour être attractive, pour se garantir les compétences nécessaires pour aujourd'hui et pour l'avenir, notamment dans un bassin d'emploi où les compétences rares, émergentes, sont fortement sollicitées. Nous croyons surtout que l'intégration est la résultante d'une vision de l'entreprise dans le choix et l'accompagnement de ses collaborateurs, qu'elle résulte d'une symétrie des attentions. Enfin, pour conclure sur cette question, le monde bouge et la CARSAT Nord-Est aussi.
Merci en tout cas pour cette question, enfin cette réponse en tout cas. Madame Claudel, mais il y avait eu, alors Monsieur Battiston nous avait dit en préparant cette émission qu'il n'y avait aucun collaborateur du RSI qui avait quitté la CARSAT depuis cette journée d'intégration, donc je touche du bois, j'espère que c'est toujours valable au moment où on se parle. Mais je sais que vous étiez très attaché au régime indépendant dont vous veniez. Comment tout cet événement, cette organisation a été perçue, notamment parce que j'imagine l'appréhension des collaborateurs avant d'arriver à la CARSAT? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Alors là, je vais parler un peu de mon ressenti sur mon intégration, mais enfin, voilà, pour discuter régulièrement avec mes anciens collègues qui sont également à la CARSAT, je pense que c'est un ressenti assez partagé. Alors déjà, avant de témoigner sur mon intégration, ça me semble important justement de vous faire partager notre état d'esprit avant, c'est-à-dire sur la période des 2 ans qui a précédé notre arrivée au régime général, mais où nous savions que notre régime allait être supprimé, sa suppression était programmée. Alors déjà, pour la plupart d'entre nous, on avait déjà connu un grand changement, hein, puisqu'on avait connu la fusion des 3 régimes maladie et retraite des indépendants en 2006, la création du RSI. Donc, on s'est adapté à une nouvelle organisation, à des nouveaux outils, des nouveaux collègues, des cultures d'entreprise différentes. Et nous y sommes parvenus, quelques années. Hein. Mais là, on ne parle plus de fusion, on parle de suppression pure et simple d'un régime de sécurité sociale. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Il y a un fort sentiment d'injustice. Alors, on était conscient des dysfonctionnements du RSI, on parlait régulièrement de nous dans les médias et rarement bien, hein. Mais à notre niveau au quotidien, on avait l'impression de faire tout notre possible pour rendre le meilleur service aux assurés malgré le contexte. Donc, il faut déjà accepter que le RSI va disparaître et que chacun d'entre nous va devoir encore s'adapter. Et puis, comment est-ce qu'on va être accueilli, comment est-ce qu'on va être accepté par nos futurs collègues. Alors déjà, avant même la concrétisation de notre intégration, avant le 1er janvier 2020, il y a déjà eu la question qu'on s'est tous posée de notre repositionnement. Je vais aller dans quel régime? Je vais avoir quel poste? Donc là, pour retracer rapidement comment ça s'est passé, mais là aussi, ça me semble important, on a tous reçu, début 2019, donc 1 an avant la suppression du régime, un catalogue des emplois communs à la CARSAT, à l'URSSAF et au CPAM de notre circonscription, qui a été suivi d'un forum des métiers où les 3 branches repreneuses nous ont présenté leurs activités, leur fonctionnement et au cours duquel on a pu poser des questions pour avoir plus de précision sur les postes qui nous intéressaient le plus. Et ensuite, nous avons été invités à faire un choix, à choisir entre 1 et 3 postes dans ce catalogue des emplois. Donc pour ma part, c'est mon premier souhait qui a été retenu, mais c'est le cas de la grande majorité de mes collègues. Et donc j'ai été repositionnée sur le poste que j'occupe aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que, en fait, tout de suite, on vit mieux la situation. On nous demande notre souhait, on devient acteur de son repositionnement et on ne le subit plus, ou on le subit moins, on va dire. Donc voilà, je voulais vraiment développer cette étape car je pense que ça a vraiment contribué déjà à nous rassurer et à nous faire mieux accepter la situation. Alors avant le 1er janvier 2020, il y a eu donc cette journée d'intégration organisée par la CARSAT à Nancy, donc je ne reviendrai pas sur son déroulement, hein, Serge vous l'a exposé. Mais c'est vrai que moi je l'ai vécu comme une journée sympathique, inhabituelle, c'est pas dans les codes qu'on connaît habituellement. Alors, ça m'a permis de faire connaissance de ma marraine. C'était une marraine, pas un parrain. Et là aussi, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on sait qu'en cas de questions pratiques, parfois des questions même très terre-à-terre, hein, on a un interlocuteur vers qui se tourner, un interlocuteur qui s'est porté volontaire pour nous accompagner. Donc, au cours de cette journée, on a été accueillis également en petits groupes par chaque secteur, au siège, hein, à Nancy. Donc pour moi, c'était effectivement aussi nécessaire car, moi dans mon cas, j'allais passer d'un lieu de travail où on était un peu plus de 80 à un lieu de travail où on est plus de 500. Et sincèrement, ça fait un petit peu peur, hein. Donc ça, c'était également très, très utile. Après, donc, alors, 1 mois après notre intégration, donc il y a eu une réunion de tous les ex-collaborateurs RSI. Alors là, une réunion plus classique, mais pour nous présenter les circuits, je dirais en particulier les circuits RH,
les horaires, la pause des congés, les déplacements, etc. Et après, un recueil effectivement des irritants auxquels on a eu des réponses concrètes. Alors, je crois que je vais aller un peu plus vite. Je voudrais juste finir en disant, donc, si je vous dis que tout a été parfait, vous ne me croirez pas. Donc, tout n'a pas été parfait parce qu'il y a quand même eu un événement inédit qui est venu perturber tout ça, c'est la crise sanitaire. Donc, 3 mois après notre intégration, on est tous rentrés chez nous en télétravail à 100%, comme tout le monde, mais on va dire que ça ne simplifie pas une intégration. Et si je peux encore dire juste un petit mot, c'est un mot que je trouve beaucoup utilisé, un peu à la mode, peut-être un peu trop utilisé, mais que je trouve très adapté dans mon cas, c'est la bienveillance, parce qu'il ne faut pas oublier que pour le personnel de la CARSAT, c'était difficile aussi. Pour eux aussi, c'était un grand changement. Et voilà, moi, quand je suis arrivée, il y a eu une réelle bienveillance de mes collègues, des collaborateurs de mon nouveau service. Et en fait, ça m'a permis aussi de me sentir vite à l'aise et à ma place. Donc, intégration réussie pour ma part. Merci beaucoup à Madame Fiory-Claudette. Ne vous inquiétez pas, il fallait un témoignage. Je pense que c'est important qu'il y ait ce témoignage et qu'on ait un petit peu l'historique, parce que c'est vrai que maintenant, l'intégration est derrière nous, mais c'était une période qui n'a pas toujours été très simple pour l'ensemble des collaborateurs, et je vous rejoins sur le traitement parfois un peu injuste médiatiquement qui a eu lieu. Évidemment, excepté l'espace social européen. Il fallait le dire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous remercie. Je remercie évidemment les personnes de la CARSAT. On vous souhaite en tout cas de bonnes continuations et pour la prévente, comme vous avez précisé, la prévente de cet événement. Et maintenant, on va basculer un peu plus à l'ouest. On va aller du côté. Alors, on va parler de la CEPAM du Doubs, mais on va parler avec le directeur de la CEPAM de la Côte d'Or, Monsieur Vachon. Lilian Vachon, est-ce qu'il m'entend bien, Monsieur Vachon? Oui, bonjour Alexandre. Oui, je vous entends fort et clair, impeccable. Merci beaucoup. Alors oui, on va préciser un peu pour nos spectateurs. On va parler de ce qu'a fait Monsieur Vachon, alors directeur de la CEPAM du Doubs, alors que maintenant il est en poste au Côte d'Or, mais on fera peut-être une passerelle sur ces deux questions-là juste après. Surtout que M. Vachon a mis en place au niveau de la CEPAM du Doubs une méthodologie d'onboarding, donc d'accueil des personnels. Évidemment, on pense encore une fois au RSI, qui est assez intéressante parce qu'elle intervient très en amont, et je pense qu'il va nous en parler un petit peu, et après on lui posera 2-3 questions. S'il m'entend toujours bien, je vous laisse la parole et nous expliquer un petit peu justement ce projet que vous appeliez Tout Doux. Donc, oui, Tout Doux, effectivement. Voilà. Merci Alexandre, et bonjour également à Virginie. Écoutez, voilà, je suis Lilian Vachon, directeur de la CEPAM de Côte d'Or, comme ça vient d'être dit, et comme ça arrive à un certain nombre de personnes, j'ai connu une mutation récemment qui fait que je vais parler d'un projet que j'ai été amené à conduire dans la CEPAM de Côte d'Or, dans la CEPAM du Doubs, pardon, mais qu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai quitté depuis un certain temps. Néanmoins, ça me permet d'avoir une petite pensée, un petit clin d'œil pour ma successrice, Fabienne Jacquemart, et puis les équipes RH de la CEPAM du Doubs qui ont porté ce projet avec énormément de conviction. Et je pense à Céline Poirot et Julien Condou-Darac qui ont été des acteurs importants de la mise en place de ce dispositif. Alors, on ne va pas être très original par rapport à ce qui vient d'être dit sur le fait générateur, puisqu'on se situe bien dans la problématique de l'intégration de collaborateurs en provenance du RSI. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour une CEPAM telle que la CEPAM du Doubs, c'était quelque chose d'inédit, ça on n'était pas les seuls, mais confronté à un nombre important de ces intégrations, puisque une quarantaine de collaborateurs allaient arriver sur quelques jours, sur quelques semaines, et ce qui représente globalement 10% de l'effectif. Autrement dit, c'est un challenge un peu nouveau, un peu inédit, qui nous obligeait à trouver une solution d'intégration qui nous permettent à la fois de gérer quelque part une masse qu'on n'avait pas l'habitude de traiter, mais en même temps de rester sur une approche très individualisée, sur un parcours attentionné, puisqu'on a affaire à des êtres humains, à des collègues, à des collaborateurs, et qui ont vocation à s'inscrire dans une certaine durée. Je crois que l'intégration professionnelle, c'est comme en amour, la première rencontre elle est déterminante, et que les premiers temps de cette relation construiront un avenir fructueux, et ce que vous évoquiez en introduction, une fidélisation intéressante des collaborateurs. Donc on était confronté à ça, on n'était pas les seuls, et on n'avait pas forcément de solutions et d'idées toutes faites pour trouver immédiatement
des pistes. C'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers le LabRH, le LabRH qui à l'époque ouvrait un appel à volontariat, et on s'est dit pourquoi pas aller rechercher auprès d'une structure un peu plus innovante des méthodologies qui n'ont pas encore été jusque-là explorées et apportant des solutions à notre problématique. Et c'est ainsi donc qu'on a construit ce parcours d'intégration qui effectivement repose assez majoritairement sur une approche de plateforme numérisée qui permet d'entamer des relations dès avant la véritable intégration, mais qui au final se traduit par un parcours d'intégration complet, intégré, et qui dure quand même jusqu'à à peu près 6 mois, et qu'on voulait, et ça c'était une des clauses importantes que je souhaitais dans le cahier des charges, adapter bien évidemment à la situation des travailleurs indépendants, mais bien évidemment qu'on pourrait ensuite réutiliser de manière régulière, que ça devienne naturel dans notre process d'accueil des collaborateurs. Et l'histoire aura montré d'ailleurs que ça a été extrêmement utile, considérant ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et les effectifs qu'on a été amenés à intégrer de manière importante et sur des temps très courts. Alors comment ça fonctionne? C'est un parcours d'intégration, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, d'onboarding si on veut, et qui repose sur 3 types d'acteurs. Les intégrés évidemment, mais qui ne sont pas vraiment dans les acteurs, et des acteurs internes qui sont les équipes RH qui, elles, se chargent de la coordination, du suivi et des entretiens de suivi jusqu'à l'issue. Les managers de chacun des services qui s'occupent de la montée en compétences avec les tuteurs. Et puis, en définitive, une 3e catégorie de personnes qui sont des doubleux. Alors, doubleux, c'est comme tout doux, on fait des jeux de mots avec le nom du département. Doubleux, ça fait un peu double, c'est-à-dire mon parrain, mon double, qui m'est affecté, qui est une personne volontaire de l'organisme et qui va s'impliquer dans l'accompagnement de mon intégration. Alors, ça, c'est les personnes qui interviennent dans cette affaire. Maintenant, sur le process, 3 temps forts. Un premier temps fort qui est la période un peu en amont, la pré-arrivée, quelque part le temps avant l'arrivée, qui aujourd'hui est extrêmement facilité, automatisé et quelque part systématisé par un outil extranet qui a été développé spécialement à cette occasion et qui permet d'entamer un dialogue préalable avec les collaborateurs qui vont être intégrés. Ils disposent d'un accès individualisé, sécurisé, par l'intermédiaire duquel ils accèdent à un certain nombre d'informations sur l'entreprise, sur son fonctionnement, sur les documents de type règlement intérieur, fonctionnement, restaurant d'entreprise, etc. Donc tout ce qui concerne les éléments théoriques sur la vie de l'entreprise, mais surtout c'est un espace d'échange et de dialogue, notamment pour commencer à remplir de premiers formulaires et à échanger des documents. Donc on a cette période qui peut durer 1 mois, 15 jours ou quelques jours avant, et qui permet justement d'anticiper au maximum toute cette partie un peu administrative, et qui fait que à l'arrivée sur site, et ça c'est le 2e temps, c'est-à-dire la première semaine globalement de l'intégration, une sorte de spirit week dans laquelle un parcours est proposé à chacun, eh bien on est débarrassé de ces soucis logistiques et on se consacre de façon très majoritaire à l'appréhension humaine des nouvelles conditions de travail. Ça a été dit tout à l'heure, les collaborateurs du RSI, ils n'ont pas choisi de venir. Ils ont subi une transformation, un bouleversement qui n'était pas forcément voulu par eux-mêmes, que par ailleurs c'est un point qui était questionnant également pour les collègues en interne, et que cette approche avait vocation à rassurer un peu. Et cette première semaine, elle est très rassurante, notamment quand on passe d'organismes où on était moins d'une dizaine parfois dans les organismes conventionnés à des structures de plusieurs centaines où le mode de vie est bien différent. Et donc sur cette première semaine, les RH interviennent, les doubleux sont véritablement ces parrains de grande proximité, ils vont déjeuner avec les nouveaux collaborateurs, ils les accompagnent, ils leur montrent les différents endroits et ils les introduisent clairement dans leur service et les transmettent quelque part progressivement à leur nouvelle équipe de travail, à leur nouvel encadrement. Et puis il y a un 3e temps qui est important aussi, qui est celui du J+1 mois, J+3 mois et J+6 mois. À J+1 mois, on travaille plutôt sur une logique d'immersion. L'intégré a pu connaître un peu mieux les conditions dans lesquelles il exerce et peut déterminer 1 ou 2 services dans lesquels il souhaiterait bénéficier d'une immersion lui permettant de compléter son parcours. Le 3e temps, il est à J+3 avec
la finalisation de la formation institutionnelle qui souvent passe et qui permet de faire un premier bilan de ressenti avec les équipes de la coordination RH, et puis un troisième et dernier temps qui lui est à J plus 6 mois, qui là permet de faire un bilan complet du parcours d'intégration, un bilan des tutorats, et puis permet, et c'était prévu d'ailleurs, ces entretiens de suivi étaient prévus de manière conventionnelle, mais ils s'institutionnalisent progressivement dans nos pratiques. Ils permettent de savoir si l'intégration se fait bien, s'il y a besoin de faire des réorientations, et si il y a besoin de travailler à des mesures d'accompagnement complémentaires. En tout cas, ça a permis d'intégrer une quarantaine de collaborateurs de manière assez efficace à cette époque-là. Et comme on le sait, juste derrière, on a eu la période Covid qui n'a pas été simple parce qu'elle nous a quand même un peu coupé dans notre élan. Et quelque part, moi, j'étais très inquiet de ce qui pouvait advenir de ces intégrations, considérant que très vite, les collaborateurs du RSI se sont retrouvés dans les premiers sans activité, à qui on ne pouvait pas vraiment confier d'activité puisque les montées en compétences n'étaient pas faites. Et pour autant, si je fais un peu de retour client, parce que je ne peux pas avoir avec moi aujourd'hui de collaborateurs pour en témoigner, donc vous allez devoir me croire sur parole, mais ce que je vous dis est vrai et avéré. Premièrement, moi j'ai fait avant de partir du DOU, j'ai fait quelques départs à la retraite de collaborateurs du RSI qui m'ont remercié, qui ont remercié l'institution pour la qualité de l'intégration, de cet onboarding quelque part, donc ils ont vraiment apprécié. Puis on a fait une sorte d'écoute client avec un rendu de satisfaction. On a 82% des personnes qui se sont dites satisfaites du processus et qui se sont exprimées par nuage de mots. Versant intégré, on a recueilli le terme de bienveillance qu'on a entendu dans le témoignage d'avant, expérience humaine, parcours attentionné, écoute. Et puis, côté ressources humaines, on a des éléments de type optimisation du process, accueil renforcé et, comment dirais-je, communication facilitée. Et puis, ce que je disais, très important, les premiers jours, comme on est déchargé de la logique administrative, eh bien, on se consacre à l'intégration et à l'approche humaine de l'entreprise. Merci beaucoup, M. Vachon. C'était un tour d'horizon très complet. On voit l'approche vraiment à la fois méthodologique et très intégrative. Hein. Alors, je vous rassure, on n'a pas eu de coup de fil entre-temps des anciens de la caisse qui se plaignaient, donc ce priori, c'est que c'est bon. On reste là-dessus. La question plus sérieuse que je voulais vous poser, parce qu'on voit que c'est une procédure qui commence avant l'arrivée et qui se poursuit au moins à 6 mois après. Qu'est-ce qui se passe quand on a, par exemple, dans le cadre de contrats courts, de missions de courte durée, on a pu voir sur le contact tracing, ça a été un moyen de recrutement prépondérant dans les caisses primaires d'assurance maladie. Est-ce qu'on peut les intégrer dans votre méthodologie ou les mettre de côté ou trouver quelque chose d'un peu hybride ? Alors, la réponse est bien évidemment au milieu. Hein. Ce qu'on a voulu faire, je ne l'ai pas dit, mais c'était une démarche intégrée qui s'inscrit dans un certain temps parce qu'il y a une logique de fidélisation, mais on n'est pas toujours dans une intégration qui conduit à une fidélisation. Donc, on avait besoin de construire un dispositif qui comporte plusieurs briques. Hein. J'ai expliqué les différentes séquences et que, bien évidemment, en fonction de la nature du contrat et de la durée prévisible de la relation de travail, on ne va pas investir de la même manière. La première partie, celle de la plateforme numérique d'échange, elle est inamovible, je dirais, elle est essentielle dans le process, donc elle reste la brique essentielle du dispositif. La deuxième partie, sur les quelques premiers jours d'intégration, sur des contrats plutôt courts, elle va être quand même restreinte, mais il ne faut pas négliger néanmoins, notamment quand on recrute beaucoup de collaborateurs qui ont été recrutés rapidement, comme c'est le cas dans le cadre du contact tracing, mais il faut quand même investir sur ces premiers temps parce que on va être avec des collègues qui en plus vont très rapidement se trouver en situation de télétravail et de manière durable, donc avec une culture d'entreprise un peu décalée, donc il faut avoir ça bien en tête, mais évidemment que tout le process de suivi, d'immersion, d'accompagnement, tutorat, montée en compétences, il n'est pas déployé du tout de la même manière. Mais je dois reconnaître que dans chaque organisme à peu près de cette taille, Côte d'Or et Doubs, c'est à peu près pareil. On a recruté pas loin, je dirais comme ça, à la louche d'une centaine de collaborateurs en CDD depuis le début du contact tracing. Il est évident qu'un système comme celui-là est très facilitant et nous permet d'optimiser et de rendre l'intégration
plus fluide et plus efficace. Je vais vous poser une dernière question très simple. Vous avez pris un nouveau poste. Est-ce que vous comptez appliquer en Côte d'Or ce que vous avez préconisé au niveau du Doubs? Et si oui, est-ce que vous allez l'adapter peut-être au contexte local qui est, j'imagine, un petit peu différent? Alors, c'est une question qui est simple et délicate à la fois. Simple parce qu'effectivement, quand on connaît une méthodologie, il n'est pas très difficile de vouloir la reproduire. En même temps, c'est délicat parce que d'abord, un directeur qui change d'organisme n'a aucun intérêt à commencer par expliquer que lui, il sait comment les choses doivent être faites et que ce qui est fait est pas bon. Donc, c'est pas du tout l'approche qu'il faut avoir. Il faut d'abord regarder, observer. J'ai maintenant à peu près 6 mois de recul qui me permettent de voir qu'il y a déjà un process d'intégration post-recrutement à la CEPAM de Côte d'Or. Pour en avoir discuté d'ailleurs avec les équipes, il mérite d'être réinterrogé aujourd'hui. Et donc, ce qu'on fera tout simplement et tout naturellement, sachant que ce n'est pas une hyper priorité du moment, mais en tout cas, je pense que dans les 6 mois, 1 an qui viennent, on va réinterroger ce process en essayant d'y intégrer les bonnes formules que j'ai pu voir et expérimenter dans le Doubs, en les insérant dans un modèle qui deviendra le modèle de la CEPAM de Côte d'Or. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci à vous. Courage pour votre nouvelle prise de fonction et peut-être à très bientôt pour une autre thématique liée au RH, au management ou autre. Voilà. Merci beaucoup, M. Vachon. Merci à vous et merci au Lab RH. Descendre encore un peu plus dans le sud de la France, on va aller du côté de l'URSSAF Aquitaine. L'URSSAF Aquitaine qui, comme un certain nombre d'URSSAF, a dû faire face à la régionalisation étendue de ses activités, de ses sites, et qui a installé une journée de collaborateurs pour réunir l'ensemble des collaborateurs de la région Aquitaine, qui est une grande région française d'un point de vue de distance géographique. Et pour en parler un petit peu avec nous et nous donner un peu les contours de cette journée, nous avons 2 interlocuteurs. Nous avons d'abord M. Courade, Raphaël Courade, directeur. Bonjour à tous. Pour les ressources, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il m'entend bien? Parfaitement. C'est impeccable, mais il est accompagné, parce qu'on peut faire, c'est la beauté de travail à distance et des outils modernes. Il est accompagné pour l'occurrence de Madame Paz-Jean, Julie Paz-Jean, travaille souvent, mais cette fois-ci, elle est à Périgueux, elle n'est pas à Bordeaux. Oui. C'est ça? C'est ça. Alors, bonjour à tous, effectivement, donc l'URSSAF Aquitaine en quelques chiffres, Alexandre, donc nous sommes près de 800 salariés installés donc sur 5 départements, 6 sites physiques, et nous sommes amenés à gérer 380 000 comptes cotisants, donc de l'auto-entrepreneur à les très grandes entreprises, et nous hébergeons également 2 centres nationaux, un centre national de validation et un centre national donc de gestion des très petites entreprises. Chez nous, la dynamique de recrutement est particulièrement forte dans la mesure où nous avons un turnover important, qu'il y a un bassin d'emploi, l'Aquitaine, qui est relativement dynamique. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, nous avons dû bâtir un accompagnement, une intégration spécifique. Donc, dans cet esprit de dynamique et d'intégration, nous allons, Raphaël et moi, vous proposer de découvrir une journée appelée dans notre organisme la journée d'accueil des nouveaux embauchés. Car concrètement, comment peut-on faire connaissance malgré la distance? Comment favoriser l'inclusion dans l'organisme et la branche? Comment s'ouvrir aux autres missions et métiers de la branche? Puis, comment développer l'esprit participatif et la dynamique de groupe? Alors effectivement, c'est toutes les questions qu'on s'est posées quand on a conçu la journée donc, qui a fait l'objet de notre projet. Car en effet, chaque année, ce sont un peu plus de 30 collaborateurs en CDI qui nous rejoignent sur l'un des 6 sites de l'URSSAF Aquitaine. Et c'est vrai que cet historique de fusion régionale, à la fois il est lointain, 2013, à la fois il est encore très présent dans les collectifs de travail. Ces recrutements, ils sont marqués, vous l'avez compris, au regard de la diversité de nos missions, par une forte diversité des parcours professionnels antérieurs et des affectations, c'est-à-dire que nous intégrons chaque année, bien évidemment, tout type de collaborateurs sur toute mission. Conseiller offre de service, gestionnaire du recouvrement, gestionnaire RH, rédacteur juridique, inspecteur et manager. Notre projet, ça a été de les réunir dans un temps privilégié, en séminaire annuel, pour un temps privilégié entre eux, avec la direction, la RH et la communication, et dans un lieu un peu particulier qui est le Musée national de l'assurance maladie, qui est à côté de Bordeaux. Le séminaire est évolutif, c'est-à-dire que d'année en année, on fait une enquête qualité qui nous permet de nourrir pour l'année d'après le programme et les différentes étapes que nous proposons au cours de cette journée.
Nous essayons en fait d'avoir une alternance de temps ludique, c'est-à-dire que nous débutons par un quiz en équipe, type une famille en or, autour des thèmes de la sécurité sociale, de la branche recouvrement et de l'organisme. Nous avons effectivement des temps de présentation en lien avec la direction ou d'autres acteurs, notamment sur les orientations stratégiques de l'organisme, car il est très important pour nous de sensibiliser les nouveaux embauchés sur les thèmes généraux qui concernent l'organisme. Nous présentons bien évidemment également la feuille de route RH, mais également le rôle des représentants du personnel et du comité social et économique. Nous enchaînons avec des temps de partage et de présentation autour des métiers du recouvrement, c'est-à-dire que nous demandons aux nouveaux embauchés eux-mêmes de faire une présentation des missions qu'ils exercent sur les sites sur lesquels ils sont affectés à destination de leurs collègues, et ce en vue de favoriser une meilleure connaissance par chacun des métiers et des missions de l'autre. Nous organisons également bien évidemment donc des temps d'équipe et activités de team building, c'est-à-dire que par exemple en 2019 on avait proposé par groupe de reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris sur la base d'un puzzle 3D, et nous terminons bien évidemment par une forme d'atelier. L'idée étant pour nous d'interroger, d'interpeller donc ces nouveaux embauchés sur comment est-ce qu'ils perçoivent leur travail, comment est-ce qu'ils perçoivent la qualité du service rendu aux cotisants et comment est-ce qu'ils voient leur avenir au sein de la sécurité sociale. Globalement, notre objectif sur ces journées, au-delà de répondre aux questions qui ont été posées par Julie, c'est de donner envie à ces nouveaux collègues de s'impliquer dans la durée, dans notre organisme, et de montrer que cet organisme est dynamique et attentif à chacun. Alors Julie, quel est votre regard sur cette journée ? Alors moi, ce que j'ai pu retenir principalement donc, de cette journée, c'est que c'est un moment très privilégié, notamment du fait de la proximité avec les agents de direction de l'organisme. En effet, par la suite, de par la proximité et le travail que l'on a, il est assez rare donc de retrouver cette proximité avec les agents des sites autres que celui de Bruges. Bruges qui est le siège principal de l'URSSAF Aquitaine. Cette journée d'intégration permet également de faire connaissance avec des agents des différents sites de la région. Je trouve qu'il est intéressant et important d'avoir des contacts et de créer des liens avec des collègues de tous sites, notamment car nous serons par la suite amenés à échanger lors de groupes de travail régionaux, mais aussi amenés, par exemple, à nous retrouver lors de formations auxquelles nous pourrions participer. Cette journée permet donc de développer notre réseau et principalement, finalement, notre réseau régional. Pour en revenir à ce qui a été dit précédemment par Raphaël sur le déroulement même de la journée, nous découvrons au fur et à mesure les divers métiers, les diverses missions de la branche à travers donc des activités ludiques qui sont proposées en groupe. Donc en début de séminaire, 3 groupes de personnes sont formés afin de participer aux diverses activités proposées par les organisateurs. Ces groupes donc seront en concurrence toujours dans un esprit complètement ludique tout au long de la journée afin de favoriser un esprit d'équipe et de cohésion. Et Raphaël, qu'en est-il de demain ? Alors effectivement, demain, c'est prendre en compte les mouvements que nous avons eus sur les 2 dernières années, c'est-à-dire que la logique de turnover, de dynamisme que j'évoquais, elle s'est poursuivie. On a l'impression même qu'elle s'amplifie en sortie de crise au niveau des projets professionnels extérieurs, des collaborateurs notamment. Donc c'est pas moins de 70 salariés que nous allons, pour lesquels nous allons organiser cette journée-là dans les prochains mois. Donc ça, nous avons commencé bien évidemment à y travailler. Il y a également aussi un enjeu sur demain, c'est-à-dire que la branche recouvrement a bâti une stratégie générale de fonctionnement qui s'appelle #demain. C'est notre projet de branche qui implique le déploiement général du télétravail et qui embarque une dimension de transformation importante de l'organisation du travail et bien évidemment la prise en compte de l'impact de cette transformation sur les différents processus RH. Et une partie de cette démarche, elle porte logiquement sur l'onboarding, c'est-à-dire l'intégration bien évidemment des nouveaux embauchés. Donc une réflexion à 2 niveaux, au niveau local et au niveau national. Merci à vous deux. Merci, je ne sais pas si la caméra me capte bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette en plus interaction, c'est plutôt sympa et un petit peu dynamisant. La question que je voulais vous poser avec Virginie, on y réfléchissait, c'est qu'on a bien compris le concept de la journée fédératrice, un élément fédérateur de présentation, d'orientation, d'accueil. Quid je dirais de l'après-vente? On parlait tout à l'heure de la CARSAT, pour sa journée du rallye d'entreprise qui a fait de l'après-vente derrière. Est-ce qu'au niveau des sites, parce qu'il y en a de nombreux sites au niveau de l'URSSAF Aquitaine, vous mettez en place
je vais dire, peut-être pas des enfants de cette journée d'intégration, mais des initiatives plus ponctuelles, plus précises, sur des besoins plus spécifiques? Alors effectivement, ce qu'on essaye de porter dans notre démarche, c'est vraiment une démarche régionale dans son entièreté, ce qui n'exclut pas bien évidemment des événementiels de site qui sont là plus à la main des directions de site et des managers lors de l'intégration de nouveaux collaborateurs. Donc vraiment, nous, le portage qui est important, c'est que de manière très concrète, on est sur un retour d'expérience de fonctionnement régional de 8 ans, mais quand même des constats encore à ce stade de réminiscence de l'avant que nous essayons progressivement de gommer, justement en embarquant tous les nouveaux embauchés cohorte par cohorte sur une dynamique régionale dans sa globalité. Voilà, c'est effectivement notre ambition. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour cette petite présentation. C'est très sympathique. Et en plus, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'il y a le musée de la nationale de l'assurance maladie. Il faut vivement le musée du recouvrement. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il sera installé. On peut faire une proposition d'accueil. Il y a de la place à côté du musée de l'assurance maladie, ce sera pas mal. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Pour notre dernière séquence, on va remonter un petit peu. On va aller du côté de l'Est, on va aller du côté de Mâcon, où l'équipe de la CAF a elle aussi intégré de nouveaux dispositifs et méthodologies pour accueillir les nouveaux personnels. On en parle du RSI, mais pas que. Et alors avec une approche qui est assez intéressante parce qu'en gros, il faut questionner à peu près tous les process. C'est ce qu'on appelle le test and learn. Ils vont nous en parler. Ils sont deux. S'ils m'entendent bien, je vois la directrice, Madame Alamandé. Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Impeccable. Et vous êtes accompagné de votre directeur adjoint, Monsieur Sabi. Bonjour, Monsieur Sabi également. Bonjour. Eh ben, écoutez, je vous laisse présenter un petit peu ce test and learn, ce concept de test and learn qui paraît très très flou peut-être aux gens au départ, mais quand on veut vous entendre pendant 5 minutes, je pense qu'on va tout comprendre. Je vous fais confiance. Ok, merci Alexandre. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Alexandre Sabi, le directeur adjoint de la CAF. Et au mépris de tout protocole, c'est moi qui vais prendre la parole en premier. Je voudrais revenir très rapidement sur les motifs qui ont présidé en fait à ce travail qu'on a engagé sur l'accueil et l'intégration. Ils sont tout bêtes. Le premier, c'est que la CAF accueille 2 activités mutualisées dans une PFS et que finalement les recrutements sont nombreux, les sujets accueil-intégration aussi, et que comme tout le monde, on a connu notre lot de ratés. Le second motif, c'est que on a complètement revu très en profondeur le process de recrutement. On a vraiment cassé l'orthodoxie habituelle, on est allé sur quelque chose de très iconoclaste, très collaboratif, très attentionné. Et si je voulais reprendre la métaphore de Monsieur Vachon, qui parlait, je crois, des histoires d'amour, on n'a pas voulu rejouer une mauvaise histoire d'amour, c'est-à-dire quelque chose qui commencerait de façon top sur le recrutement, et puis la personne arrive ici et ça devient un peu bureaucratico-sinistre, quoi. Donc on s'est senti engagé et obligé de revoir tout ça. Le troisième motif, c'est que finalement, intégrer une nouvelle entreprise, intégrer une nouvelle équipe, c'est pas rien. On le sait tous que c'est pas rien, et il convient donc d'être à la hauteur du truc et de se mobiliser dessus. Et enfin, le quatrième motif, c'est que les temps ne sont pas faciles, ni pour vous ni pour nous, et que donc on a un enjeu que les nouvelles personnes qui arrivent atteignent leur pleine productivité le plus rapidement possible, soient le plus épanouies possible, disent le plus de bien possible de la CAF à l'extérieur, ne repartent pas, ne prennent pas leurs jambes à leur cou, parce qu'on a passé beaucoup de temps à les recruter, donc si elles partent, c'est une catastrophe, etc., etc. Donc voilà pour les motifs. Et je conclurai en fait ces propos liminaires. Si vous deviez retenir les 3 principes qui guident notre action sur l'accueil et l'intégration, c'est que c'est tout sauf un exercice bureaucratique, c'est plutôt un exercice d'attention. Le deuxième principe, c'est que c'est l'affaire de tous et pas d'un service RH, d'une directrice, d'un manager, c'est vraiment l'affaire de tous. Et le troisième principe, c'est que ça prend du temps et que quand on dit que ça prend du temps, ça prend pas quelques heures, ça prend pas quelques jours, ça prend même pas quelques semaines, ça prend quelques mois en fait. Il faut se mobiliser là-dessus. Concrètement, comment ça se passe? Je vais pas vous décrire
l'ensemble du dispositif, je vais essayer de mettre l'accent sur les points clés, ce qui nous paraît un peu plus singulier dans notre démarche. Le premier point, mais ça a été tout à l'heure dit également par Monsieur Vachon, le premier point clé, c'est que l'accueil, l'intégration, ça démarre avant le jour J, à minima avec une prise de contact téléphonique de la personne recrutée pour qu'elle se sente attendue, pour qu'elle se sente accueillie. Ensuite, tout démarre par ce qu'on appelle une phase d'accueil. Donc là, ce qui singularise notre phase d'accueil, c'est d'abord la dimension collaborative. Alexandre vient d'en parler. C'est-à-dire que c'est vraiment l'équipe qui va accueillir le nouvel embauché, qui est investi de la mission de se rendre disponible et d'accueillir le nouveau salarié. Ça prend du temps, cette phase d'accueil. C'est-à-dire qu'on y consacre, selon les métiers, entre 2 et 3 jours, c'est-à-dire 2 ou 3 jours, qui vont être exclusivement consacrés à accueillir la personne qui arrive. Ça va se passer comment? Avec le plus possible de simplicité, beaucoup de convivialité et d'aspect ludique. Convivialité parce que pendant ces 2 ou 3 premiers jours, il y aura des cafés pris en commun, un déjeuner pris en commun, un goûter, de l'aspect ludique parce qu'on va faire aussi un certain nombre de jeux. L'idée étant avant tout de faire connaissance. C'est-à-dire que l'objectif qu'on se donne sur ces 2-3 premiers jours, c'est que la personne qui arrive, elle connaisse ses interlocuteurs, elle apprenne à découvrir son équipe. C'est vraiment l'essentiel, donc beaucoup de liens avec les autres. Donc les jeux, ils visent tout simplement à faire connaissance les uns les autres. On n'oublie pas aussi que pendant ces 2-3 premiers jours, ce qui va nous préoccuper, c'est que la personne, elle sache ce qui est attendu d'elle. Donc dans les passages obligés de cet accueil, il y aura à un moment donné une intervention de l'agent de direction du secteur pour expliciter là aussi de façon simple, mais sans tabou, de façon directe, ce qu'on attend du salarié. Donc on va parler posture professionnelle, on va parler soft skills, mais on va aussi parler productivité et attentes concrètes sur la personne qui arrive. Et évidemment, on aura aussi pendant ces 2 ou 3 premiers jours la mise en lien avec les parents ayant la mission évidemment de permettre à la personne de faire réseau, de lui permettre d'appréhender la culture d'organisme et d'introduire dans l'organisme. Voilà, une fois ces 2-3 premiers jours passés, évidemment, les choses ne s'arrêtent pas là. On va entrer vraiment dans le vif de l'intégration. Là, classiquement, évidemment, un parcours d'immersion, un parcours de rencontre, un parcours de formation qui dépendra du métier. Mais au-delà de cet aspect assez classique, au moins 3 points un peu plus spécifiques. Un rituel, une fois par semaine, on va passer 1 heure, le manager avec le nouveau collaborateur, où on ne parlera qu'intégration. On ne parlera pas du fond des dossiers, on va juste s'intéresser à la personne, comment elle va, comment se déroule son process, est-ce que les clignotants sont ouverts, est-ce que tout se passe bien. Deuxième particularité, pendant cette phase d'intégration qui va prendre plusieurs mois, à un moment donné, un temps privilégié avec l'équipe de direction, on va se rendre disponible pour le salarié, quel que soit son métier, autour d'un café pour apprendre à se connaître et travailler sur l'horizontalité des rapports. Enfin, incarner cette horizontalité. Dernière particularité, la personne, on va lui demander à un moment donné, à sa guise, au-delà de la photo qui aura été diffusée les premiers jours, de se présenter comme elle le souhaite auprès de l'ensemble des collaborateurs pour que cette fois, ce soit les autres qui apprennent à connaître la personne qui arrive. Quelques particularités pour les managers, pour finir sur ce point. Pour les managers, les spécificités, ça va être l'intégration des N-1. C'est-à-dire on va non seulement mobiliser l'équipe de managers dans l'accueil du nouveau collègue, mais également l'équipe du manager. Donc, elle aussi, elle va préparer des petits jeux, des choses pour apprendre à connaître le manager qui va arriver. Deuxième particularité, un temps qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire un temps avec l'équipe de direction, privilégié, format une journée, ouvert, pour prendre le temps d'expliquer notre projet d'entreprise, pour que la personne connaisse le manager, qu'il connaisse bien l'entreprise qu'il est en train d'intégrer. Du mentorat également, c'est-à-dire qu'au-delà du parrainage, un agent de direction en dehors de la chaîne hiérarchique va avoir un rôle de mentor, qui va consister en fait, autant que nécessaire, ça peut aller jusqu'à 1 an, à se prendre 1 heure au moins par mois pour aider la personne qui arrive dans sa posture managériale et être un complément des soutiens plus habituels. Et enfin, pour les managers, parce que le réseau ne s'arrête pas à la CAF, du benchmark extérieur, donc avec une liste de contacts qui est donnée aux nouveaux managers pour qu'ils prennent contact et le cas échéant, qu'ils aillent voir sur place d'autres organismes. Voilà, dans les grandes lignes, les particularités de notre processus, sachant que l'autre élément important, c'est qu'il vit. C'est ce que disait Alexandre Bois en préambule, logique de test and learn, c'est-à-dire que ce process, il s'améliore au fil des intégrations. Donc peut-être que dans 1 an, on aura des nouveautés à vous communiquer sur ce processus.
À vous deux pour cette présentation complète. Moi aussi, je ne vais pas trop respecter le protocole. Je vais poser une question à Alexandre Sabi. Je m'en excuse par avance. Alors, on a entendu. Alors, il y a une question qui est un peu centrale, c'est qui pilote un peu, on a l'impression de l'intégration, ce qu'on entend RH, on entend équipe, on entend manager, parfois même N-1. Je dirais même le recruté, le nouvel arrivant aussi dedans. C'est vraiment l'affaire de tous au sein de la caisse? Personne n'y échappe, si je puis m'exprimer ainsi? Alors oui, alors évidemment, hein, vous simplifiez les choses, mais je vais quand même vous emboîter le pas, c'est que c'est véritablement l'affaire de tous. Ça, c'est le principe au fronton de cette période d'accueil d'intégration. Par exemple, on accueille un nouveau collègue CSU sur la PFS. On considère que la première responsabilité, c'est celle du manager et de l'équipe des CSU d'accueillir le collègue, d'organiser son accueil, de veiller à ce que son intégration se passe bien, de veiller à ce que la personne se fonde comme il faut dans le collectif, mais qu'on lui laisse également la place pour exprimer sa singularité, être attentive à la bonne marche des choses ou à la mauvaise marche, etc., etc. Quand je dis que c'est l'affaire de tous, un exemple également, on vient d'accueillir dans l'équipe de direction une nouvelle collègue agent comptable, une nouvelle collègue directrice comptable et financière, pardon. On a considéré que c'était l'affaire de l'équipe de direction d'accueillir notre collègue comme il faut, mais on a également considéré que c'était l'affaire de chacune des équipes qui allait lui être attachée. Ensuite, nous ne sommes pas fous, hein. C'est que tout joue contre nous parce que, ok, on dit que c'est important, ok, on dit que ça n'est pas rien, ok, on dit qu'il faut prendre du temps, mais on a toujours envie de le mettre pas vraiment en haut de la pile. Donc, on a le service RH qui est véritablement le garant que tous ces prérequis, que toutes ces étapes clés, que cette philosophie, cet état d'esprit soient appliqués comme il faut. Et il joue un rôle très important parce que s'il n'était pas là, on aurait vite fait de tous être d'accord, mais de ne pas faire les choses comme il faut. Et puis, évidemment, c'est l'affaire également de la personne qui est recrutée. Et ça, on lui le dit sans tabou dès le départ, c'est qu'elle a un rôle à jouer et qu'on ne veut pas quelqu'un qui soit passif dans son accueil et son intégration. Oui, tout à fait. Et en complément, en préparant l'émission, vous nous avez dit l'importance aussi du parler vrai, du parler parfois peut-être un peu cru, mais parler vrai tout au long de ce processus. Hein. Je crois que c'est quelque chose sur lequel vous vous attachez particulièrement. Oui, c'est un élément important, voilà, de parler vrai, dire les choses. Je le disais tout à l'heure, parler sans tabou. Donc c'est vrai à tout moment. Enfin, quand on dit simplicité, c'est ça aussi, c'est se dire les choses telles qu'elles sont, de façon la plus simple possible. J'ai une dernière question à vous poser. Quand on écoute et on comprend un petit peu les contours de votre méthodologie, on se pose la question, est-ce qu'il y a une interdépendance aussi sur votre approche en matière de recrutement? Parce qu'il faut un certain type de recruter pour, je dirais, rentrer dans cette case, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, comme vous le disait Alexandre, c'est vrai que quand on a travaillé le sujet, on l'a travaillé en même temps que la remise à plat complète de notre processus de recrutement. Ça s'est vraiment fait en même temps. Ce n'est pas des sujets qu'on a isolés, on ne s'est pas dit il y a le recrutement, il y a l'intégration. Pour nous, c'était le même sujet. Parce qu'il était important que la personne, ce qu'elle va vivre lors du recrutement, elle retrouve l'entreprise qu'elle a pressentie, qu'elle a devinée lors de la phase de recrutement. Donc clairement, en fait, les choses vont se faire dans le même esprit. Dans le même esprit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va retrouver de part et d'autre la forte dimension collaborative, c'est-à-dire que l'équipe, elle est déjà très impliquée dans le recrutement. Donc le nouvel embauché, quand il va arriver, que dans l'accueil, il va rencontrer sa nouvelle équipe, il aura déjà eu l'occasion de rencontrer certains collègues, il aura déjà rencontré le manager, donc il ne va pas découvrir complètement les choses. Il aura eu l'occasion, lors des temps de discussion, lors des portes ouvertes qui ont lieu lors du recrutement, d'avoir une présentation également de la CAF, du métier, de ses collègues. Donc vraiment, c'est un accueil et une intégration qui se font sans surprise. Il va retrouver aussi l'aspect qui cherche à casser les codes, l'aspect peu formel, peu administratif qu'il a pu pressentir quand il a lu l'annonce. Notre annonce recrutement, elle est complètement revue. Donc, il va retrouver dans la convivialité et l'aspect ludique de l'accueil ce qu'il avait pu deviner là aussi la première fois qu'il a lu l'appel qui l'a amené à candidater à la CAF. Il va retrouver aussi la place qu'on lui offre, c'est-à-dire
quand on dit que voilà, il est acteur de son process d'intégration, il est aussi acteur lors du recrutement, puisqu'il peut candidater par tout moyen, pas forcément par un CV. Donc cette liberté, il va la retrouver aussi quand on va lui proposer de se présenter selon la méthode qu'il souhaite. Il va retrouver en fait la latitude qui lui est laissée lors du recrutement. Et on va retrouver ce rôle du service RH qui est positionné non pas en acteur immédiat, mais en garant du dispositif et de l'esprit. Et les deux, pour finir sur ce point, vont s'imbriquer très étroitement. L'accueil et l'intégration, il n'y a pas de porosité entre les deux éléments. C'est-à-dire que certaines étapes vont pouvoir démarrer avant l'accueil. Je vous parlais tout à l'heure de la journée hors les murs que l'on propose aux managers. Parfois, cette journée sera avant le jour J. C'est-à-dire qu'il y aura cette continuité entre le moment du recrutement et le moment de l'intégration. Et dans les échos qu'on en a, c'est quelque chose qu'on fait désormais depuis 2 ans, les personnes nous disent qu'elles ne sont pas étonnées, qu'elles retrouvent réellement lors de l'accueil l'entreprise qu'elles ont pressentie lors de la phase de recrutement. Donc c'est plutôt un point positif. Et pour conclure, de toute façon, c'est les principes qu'on évoque là, ces principes collaboratifs, cette volonté de faire simple, de casser les codes. De toute façon, ce sont les principes qui nous guident dans notre projet d'entreprise et dans le schéma directeur RH. Donc, on les trouve dans d'autres process de recrutement qui sont en cours d'expérimentation. Je pense notamment au dispositif d'évaluation des collaborateurs, par exemple. À vous deux, pour toutes les raisons. On reviendra donc l'année prochaine. Vous en avez parlé, une mise l'eau à la bouche avec des évolutions, des mises à jour. Et écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous, mais aussi les autres caisses qui nous ont consacré un peu de leur temps aujourd'hui pour parler de ces questions d'intégration. Je me tourne vers Virginie. On va un petit peu faire la dernière séquence pour conclure. Virginie, juste une petite question très simple. C'est qu'est-ce qu'on retient un petit peu de ces 4 expérimentations ? On retient déjà effectivement que ce sont des expérimentations, des innovations qui sont variées, riches, et qui finalement ont toutes pour objectif d'intégrer mieux et de manière pérenne. Donc en ça, l'objectif est atteint. On pourra dire aussi, Lilian Vachon, on a parlé tout à l'heure que le Lab a accompagné effectivement sur la thématique de l'intégration d'autres organismes et qu'on a beaucoup de questions, on a vu, auxquelles on ne pourra pas répondre ce matin, mais vous pourrez retrouver sur la cartographie des innovations des expérimentations, des innovations sur ce champ de l'intégration dans d'autres organismes également sur cette cartographie. Et moi, je voulais remercier les organismes présents ce matin parce que c'est des organismes qui sont inspirants. On est sur le champ de l'interbranche et ils peuvent aussi donner envie à d'autres d'aller travailler le processus d'intégration pour atteindre ces objectifs d'amélioration et de réussite d'intégration d'un candidat, d'un nouveau collaborateur dans nos organismes. Je vous invite également à nous contacter. Le site du Lab, l'adresse mail, c'est labrh@lucans.fr. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Vous retrouverez toutes ces innovations sur la cartographie, comme je le disais, et puis nous allons aussi modéliser des outils d'organismes que nous avons accompagnés l'année dernière sur le champ de l'intégration, la plateforme de onboarding, mais également un escape game d'intégration, et ces outils seront diffusés d'ici la fin de l'année à l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Voilà. Et puis nous allons vous en faire passer une enquête de satisfaction, parce que c'est important aussi de savoir vos attentes pour améliorer nos rendez-vous d'innovation. Sachez que nous avons le prochain rendez-vous qui est programmé pour le mois de décembre sur la thématique de la transformation managériale. Le 10 décembre, pour être précis. Voilà. Et puis auparavant, un article à sortir dans l'espace social européen fin novembre. Voilà. On parlera de la transformation managériale. On a commencé un petit peu à faire quelques échanges et on se rend compte que c'est un dossier vaste. Et il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain et on s'en fera l'écho. Voilà. Merci beaucoup Virginie en tout cas. Merci également Alexandre pour l'animation de ce webinaire. Merci à vous toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.